L'échiquier international se met en mode édition spéciale. Bonsoir et bienvenue des législatives françaises le jour d'après. Un vote que certains qualifient d'historique pour plusieurs raisons. Le seul point commun qui demeure entre avant et après, c'est l'incertitude et ce à plusieurs niveaux. Oui, le nouveau front de gauche a engrangé contre toute attente une victoire. Oui, le Rassemblement national a fait chou blanc, mais la lucidité nous incite à dire que sans majorité nette à l'Assemblée nationale, la perspective politique ultérieure inquiète. Et voyez-vous, il s'agit d'une culture politique bien française. Les compromis et le désistement, c'est avant, mais jamais une fois le siège à l'Assemblée occupé, contrairement à d'autres pays voisins, par exemple l'Allemagne. La perspective donc d'un pays ingouvernable inquiète. Analyse durant presque une heure. À tout de suite. On s'en souvient, Emmanuel Macron qui se présentait l'homme au-delà des partis politiques, au-delà des clivages. Eh bien, c'est peut-être ce fameux clivage droite-gauche qui risque d'être un frein pour bâtir une future majorité parlementaire. La victoire du nouveau Front populaire, une alliance de gauche un peu hétérogène, avec une majorité relative, face à un camp présidentiel loin d'être défait. Vous l'aurez compris, aucun camp n'est en mesure de gouverner seul. Allez, sans tarder, donnons la parole à nos invités du jour. Tout d'abord, j'ai le plaisir ce soir d'être accompagné par la désormais députée européenne, Rima Hassan. Bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci d'être parmi nous, Rima Hassan, Madame la députée européenne, devrions-nous dire. Alors, également avec moi, Badis Renissa, habitué de nos éditions, mais qu'on reçoit à chaque fois avec un grand plaisir. Badis Renissa, vous êtes toujours le bienvenu, bonsoir. Bonsoir et c'est toujours un plaisir, merci pour l'invitation. Vous êtes analyste des questions internationales et pour fermer le trio, Gamal Abina, bonsoir, bienvenue, spécialiste des questions politiques. Bonsoir Karim, bonsoir Badis et un grand bonsoir à Rima Hassan qui est chez elle en Algérie pour laquelle je suis vraiment très fier de voir qu'elle a vaincu en dépit de toute la propagande qui lui a été opposée. On va en parler, alors avant de vous donner la parole, madame et messieurs, j'aimerais qu'on jette un rapide coup d'œil sur ce schéma qui représente donc la future Assemblée française. Vous le voyez comme moi, donc on a 182 sièges obtenus pour le nouveau Front populaire, 163 pour le camp présidentiel et enfin 143 pour le Rassemblement national. Alors, Rima Hassan, c'est la future architecture parlementaire, gouvernementale, peut-être qu'on est en train de voir là. Quel est de prime abord votre avis, votre compte-rendu de ces élections et surtout de cette architecture parlementaire ? Écoutez, moi je vais avoir une pensée pour les personnes qui ont été quasiment en apnée pendant ces semaines, puisque l'arrivée de l'extrême droite, c'est une question de vie ou de mort pour un certain nombre de concitoyens français, dont je fais partie. Et donc la première réaction, c'est forcément une réaction de satisfaction, puisque la bataille a été rude, elle a été faite sur un laps de temps qui est extrêmement court. Une semaine. Effectivement, non, et puis la Constitution, je veux dire aussi du nouveau Front populaire, tout ce que ça a nécessité de dialogue, de négociation, de faire émerger cette force politique pour contrer le programme du Rassemblement national et le vide politique du camp présidentiel. Donc le premier sentiment que j'ai, c'est effectivement un sentiment de satisfaction, de victoire et j'ai une pensée pour toutes celles et ceux qui respirent suite à la communication de ces premiers résultats. Que dire à ceux qui décrivent cette victoire du Front de gauche comme étant une victoire en somme relative ? Qu'est-ce que vous leur répondriez ? Non, je crois qu'à l'inverse, elle est historique. On a quand même assisté à littéralement un lynchage médiatique, politique de cette force qui a été incarnée par le nouveau Front populaire. Et on a effectivement entendu ces dernières semaines que le Rassemblement national était d'office gagnant. Et encore une fois, cette France qui est à gauche, qui défend un certain nombre d'idéaux, a encore déjoué tous ces pronostics. Et donc, il faut faire très attention au discours qui est effectivement relayé, qui consiste à relativiser cette victoire. Je pense qu'à l'inverse, elle est historique. Il faut l'encourager. Et c'est une dynamique qui reflète aussi
une France qui refuse de baisser les bras face à ce chaos politique qui a été notamment mis en place par la Macronie sur ces... On entend bien ce que vous nous dites, Rima Hassan, mais quand on voit par exemple les chiffres, vous avez 182 sièges, vous êtes loin de la majorité relative qui s'échelonne entre 230 et 250. Ça va être compliqué pour tabler, penser, faire passer des lois. Alors, ce que vous savez sûrement, mais l'article 8 de la Constitution française prévoit qu'en réalité, donc c'est le président qui nomme effectivement le Premier ministre, qui ensuite constitue un gouvernement. C'est plutôt une coutume qui existe dans le contexte de cohabitation où il est de coutume que le président nomme effectivement un Premier ministre qui appartient à la force majoritaire, à la force politique majoritaire. Et donc, il faut que cette coutume soit, j'ai envie de dire, respectée dans le cadre de ces législatives qu'il faut resituer aussi dans un contexte particulier, qui est celui d'une dissolution qui a été voulue par le président de la République. Et donc maintenant, c'est à ce président de la République de tirer des leçons de ses choix politiques, de ses décisions politiques. Et s'il y a un responsable de ce chaos, c'est effectivement Emmanuel Macron qui a aussi ouvert la voie aux idées du Rassemblement national. Alors, Badis Renissa, aucun camp n'est en mesure de gouverner seul, en tout cas. Alors, les macronistes plaident pour une coalition autour de leur bloc central. Hein. Ça, c'est la théorie. Mais concrètement, cela paraît plus délicat, plus difficile, cette fameuse alliance à construire. Vous me permettez tout d'abord, Karim, j'aimerais juste, bien évidemment, après l'euphorie de la victoire, qui est une victoire certes historique aujourd'hui, il faut aussi peut-être recontextualiser les choses et rester pragmatique et lucide. Certes, effectivement, il y a eu un sursaut, mais il y a eu un sursis à la fois. Un sursaut, c'est-à-dire le sursaut républicain, effectivement, qui a vraiment été un levier très important et significatif en matière pour faire barrage justement à cette montée et cette vague accélérate qui est celle de l'extrême droite, notamment incarnée par le Rassemblement national, mais en sursis également, puisque il faut aussi garder en tête qu'aujourd'hui, peut-être c'est la troisième force politique en matière de sièges à l'Assemblée, mais c'est la première force politique en termes de voix, quand on sait qu'on est à la porte aussi de certaines échéances comme les municipales en 2026 et les présidentielles en 2027. Donc le Rassemblement national reste quand même en embuscade dans cette équation de plus en plus complexe politique française où, je reviens un peu pour répondre à votre question, où on ne voit pas le bout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une impasse arithmétique et un casse-tête politique, puisque vous l'avez à juste titre bien résumé, nous avons quoi qu'il arrive, nous n'arriverons pas, en tout cas dans cette Assemblée et dans sa configuration actuelle, à une majorité, ne serait-ce que relative, encore moins absolue. Alors peut-être il faut aller chercher vers des majorités alternatives ou des majorités plurielles, entre parenthèses, mais pour cela, on a besoin effectivement d'avoir un alignement des planètes en matière justement des forces politiques, sachant qu'aujourd'hui, la configuration du Parlement actuel, elle se divise en trois blocs distincts, c'est-à-dire vous avez le Rassemblement national et ses alliés, vous avez l'alliance présidentielle notamment, et vous avez effectivement le NFP. Donc, et chacun, en tout cas, se positionne dans une dynamique bien précise quand on sait qu'Édouard Philippe, et même d'ailleurs du propre aveu de Gabriel Attal, ils excluent effectivement de travailler avec LFI notamment et certains membres de LFI pour être plus exact. Et de même pour le Rassemblement national qui voit dans cette dynamique un renforcement justement de sa base électorale qui va vouloir aussi peut-être jouer les troubles faits davantage dans une assemblée hors de contrôle, je dirais. Alors Kamal Abina, même question, on le voit, hein, les sondages se sont trompés. On disait qu'il y allait avoir le Rassemblement national qui allait peut-être frôler les 250, voire 280 sièges. On se rappelle des commentaires de Jordan Bardella qui disait qu'il se voyait déjà à Matignon. Hein, il disait qu'il parlait des lois qu'il allait bien entendu appuyer et accompagner. Résultat des courses, il obtient, lui et son écurie politique, 142 sièges, je crois. Qu'est-ce que d'abord vous avez à nous dire sur ces sondages? On a l'impression que c'est un des acteurs aussi à part de ces législatives. On a l'impression que ça a fabriqué aussi une opinion, ces sondages. Ils n'étaient pas neutres cette fois-ci. Les médias, les sondages sont une fabrique d'opinion qui ne sont jamais neutres. Bardella se voyait en haut de l'affiche, comme disait le chanteur, mais en vérité, elle était ridicule.
D'abord parce qu'il a été humilié 2 fois. La première humiliation, c'est qu'il se croyait vraiment en mesure d'être nommé Premier ministre en ayant une majorité absolue, ce qui était absolument délirant et absolument faux. Et la seconde, c'est que l'autre humiliation, il n'a même pas été capable d'être en seconde force politique. Ils ont fait une progression, effectivement, indéniablement, mais ils sont troisième force politique et largement très très loin même d'une majorité relative. Donc Bardella s'est planté 2 fois, était très prétentieux, arrogant, sûr de lui, et dans l'arrogance et dans cette prétention, il a démontré sa faiblesse. Et vous parlez des sondages, moi ça fait une semaine que je crie, parce que j'ai été beaucoup interrogé dans les médias, que je ne croyais pas une seconde en la victoire du RN, de l'ex-Front National. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est simple, il faut savoir compter. S'ils ont fait 30% dans un scrutin uninominal à un tour aux européennes, c'était effectivement un effet de surprise, mais il n'y avait pas de possibilité de les stopper sur un second tour. Donc effectivement, ils ont bénéficié à la fois d'un seul tour et en même temps, effet de surprise et la proportionnelle. Et si vous prenez 30% que vous projetez sur l'Assemblée nationale actuelle, 577 députés, ça fait 173 députés dans le meilleur des cas, ce à quoi je ne croyais pas. C'était sans compter le fait qu'à chaque fois qu'ils se présentent à la députation, au premier tour, ils ont un score très très fort et au second tour, ils s'effondrent parce qu'il y a effectivement ce qu'on appelle, j'aime pas le terme, front républicain, simplement un front d'opposition à ce parti raciste qui se constitue très rapidement parce que le risque d'un parti raciste qui n'a pas de programme politique et encore moins de programme économique, qui est juste obsédé par l'immigration, qui est un parti, il faut le qualifier de raciste, il faut arrêter de tourner en rond. Je veux dire, on a combien de candidats qui ont été surpris avec des tenues SS ou des propos racistes, combien d'agressions dans la rue à la suite de cette montée en puissance et combien d'insultes racistes. Je pense que Rima est au courant sur Twitter, ou elle ou moi d'ailleurs, qui prenons très cher à chaque fois qu'on parle dans un média, parce que précisément, ils voient des bougnoules en face d'eux et disent attention, le 7 on sera là, vous allez dégager, on va s'occuper de vous. C'est ça le Front National, c'est un parti raciste. Et donc ils ont eu la prétention de croire qu'ils gagneraient. Monsieur Macron a eu la prétention de croire qu'il allait liquider la gauche dans un effet de sidération en provoquant une élection dans des conditions absolument abominables en 21 jours quand même. C'est incroyable d'avoir fait une chose comme ça, alors qu'il n'y avait absolument pas de nécessité de se précipiter puisque les Européennes n'ont pas d'impact direct sur la France. Eh bien tout ça a été un échec à la fois du FN, à la fois de monsieur Macron et à la fois effectivement de tous les détracteurs qui voulaient diaboliser particulièrement la France insoumise, et qui ont finalement se sont rendus compte que le peuple de France, lui, n'est pas tombé dans ce piège de ces caricatures de diabolisation, mais a voté en son âme et conscience contre un parti raciste et pour une stabilisation politique beaucoup moins inquiétante que ça aurait été si c'était le FN qui était aux commandes. Donc aujourd'hui, effectivement, l'échec n'est pas tenté, mais les sondages ont menti, c'est vrai. Il faut savoir qui font les sondages, qui les commandent ces sondages. Il faut savoir quelles sont les chaînes de propagande qui sont plutôt cadrées extrême droite, qui sont privées. Il ne faut jamais perdre de vue que c'est des établissements privés qui prennent leurs rêves pour des réalités. Les sondages ont menti et les journaux ont parlé. Alors, Rima Hassan, vous en connaissez quelque chose. On vous a traité de beaucoup de colibés, de noms d'oiseaux, quand vous avez défendu Raza. Et d'un autre côté, on a été beaucoup plus large concernant ce que rappelait Gamal Abina, certaines sorties ou certains comportements de figures du Rassemblement national. Est-ce que ce 2 poids 2 mesures, comment vous l'expliquez déjà et comment on a l'impression qu'il est de plus en plus aisé d'être beaucoup plus généreux avec certains comportements dit d'extrême droite, mais quand on défend par exemple la cause palestinienne, là tout de suite on concentre beaucoup de méfiance. Oui, non mais ce qui est sûr, c'est que la voix que j'essaye de porter, qui est celle bien sûr de la défense des droits du peuple palestinien et plus largement de la défense des droits humains, parce que le seul cadre opérant pour traiter de la question palestinienne, c'est la question coloniale, c'est la question des violations du droit international répétées par Israël et de la nécessité que les États européens cessent d'être complices des crimes qui sont commis en Palestine et plus particulièrement aujourd'hui au vu de l'urgence qui se déroule à Gaza. Cette voie-là, elle est extrêmement dure à porter pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a des mémoires, des histoires, des narratifs qui s'entremêlent aujourd'hui en France et qui ne sont absolument pas dénoués, réglés et apaisés, qui sont à la fois ceux qui concernent la question de la colonisation. Donc la France, pour certains en France, il y a quand même encore des voix politiques ou dans le sentiment qui se pensent encore en empire colonial. Et puis de l'autre, non le Rassemblement national, et puis de l'autre, il y a la question de la Shoah, qui est encore une question, à juste titre, très sensible, qu'il faut aussi traiter avec précaution. Et donc, la question palestinienne se retrouve coincée dans des narratifs qui sont aujourd'hui en France faits de beaucoup de tabous, de beaucoup de choses qui ne sont pas réglées sur le plan politique. Et donc, c'est déjà un chemin qui est très, très compliqué à amener. Et par ailleurs, il y a en France, c'est une réalité, un racisme qui ne peut être autre chose que les restes du colonialisme,
qui pose une hiérarchisation, bien sûr, en termes d'empathie, en termes de traitement, de solidarité. Oui, en termes vraiment, ça me concerne pas que moi. Je veux dire, ça peut même cette réflexion-là, elle peut être élargie à la situation des violences policières. On a le sentiment effectivement que une personne en France qui est menacée, qui peut être arabe, noir ou assimilée, à ses identités ou à cet héritage. Oui. Elle va mobiliser beaucoup moins d'empathie, beaucoup moins de préoccupation, beaucoup moins d'alerte qu'une autre personne ou une autre voix. Et donc, on est renvoyé aussi à sa condition de personne racisée en France. Et ce racisme, il faut le traiter de manière structurelle, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être dissocié du passif colonial de la France. Alors, il en est l'héritier. Alors en filigrane, ces législatives, derrière ces législatives, il y avait Gaza, parce que même votre parti politique, on l'a traité d'être antisémite, pour peut-être ne pas faire des débats sur le budget, la budgétisation, le fond, l'économie et tout. Et on a l'impression qu'avec cette victoire, c'est tout on va l'appeler comme ça, hein, je suis désolé, mais c'est le camp sioniste qui s'est écroulé malgré tout, parce que c'était redondant, antisémite, Mélenchon antisémite, tout le monde était antisémite parce qu'on défendait Gaza. Même vous, hein, vous avez, je pense, traversé une période quand même assez compliquée. Oui, j'ai dû déposer en l'espace, c'est assez inédit quand même, en l'espace de quelques mois, de nombreuses plaintes. J'ai dû travailler avec plusieurs avocats pour faire une veille sur les réseaux sociaux, puisque j'étais quotidiennement harcelée et menacée notamment de mort et de viol. Et on a eu un contexte effectivement où tout a été fait pour faire taire les voix qui défendaient la cause palestinienne, et à juste titre. Il y a eu aussi les convocations pour apologie de terrorisme, c'est important de le dire. Il y a eu des conférences annulées, il y a eu des restrictions quand même et des atteintes qui ont été portées à nos libertés aussi en tant que citoyens et aussi en tant que voix politique. Et effectivement, je pense qu'à la fois sur les européennes, mais aussi avec cette victoire, même si effectivement il faut la recontextualiser dans le contexte politique français qui reste bien sûr aussi grave, il faut quand même souligner qu'en face, les voix qui ont tenté de nous faire taire, qui ont porté une propagande grossière sur un régime génocidaire, ont perdu cette bataille. Ont perdu sur les européennes, puisque moi j'ai obtenu un siège et je pars pour 5 ans de bataille sur la question palestinienne en priorité, mais encore une fois qui est à incorporer dans la question de la défense des droits humains, et sur le plan des législatives, puisque le nouveau Front populaire qui a mis cette question aussi de la reconnaissance de l'État palestinien, de la défense des droits du peuple palestinien dans le programme, marque aussi cette victoire. Badis Rinsa, qu'est-ce que vous en pensez? C'est aussi une victoire peut-être indirecte de la mobilisation pour Gaza, ces législatives qui voient le Front de gauche arriver en tête. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous ne pouvons pas nier effectivement lors de cette campagne, et malheureusement j'ai envie de vous dire que l'actualité du génocide de Gaza s'est invitée, effectivement, comme vous l'avez dit parfois, à ce propos d'une manière violente, d'une propagande inouïe contre justement les porteurs de l'humanisme, en tout cas les peu qui restent en tout cas au sein des LFI, mais au sein aussi de certains de la gauche. Mais force est de constater aussi que la politique française a besoin de tous les temps d'un épouvantail, elle a besoin d'un repoussoir politique, et je pense que c'est la meilleure équation, en tout cas favorable, comme pour 2017 et plus récemment 2022, à prôner cet épouvantail de l'extrême droite. Aujourd'hui, il faut de constater que cela s'est réorienté vers LFI, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, Rima qui est sur le plateau a effectivement souffert de ses affres et de ses conséquences, notamment en matière de cette dynamique parfois même prônée et soutenue par certains médias mainstream qui sont justement à la botte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à certains lobbying et surtout à certaines idéologies, sans compter que vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure à juste titre également, ces instituts de sondage que je qualifierais de levier de démocrature, puisqu'en fait ils influencent d'une manière démocratique, mais avec un aspect autoritaire pour justement orienter les élections. Ceci dit, encore une fois,
les quartiers populaires, faut-il le rappeler, à qui on doit aussi rendre hommage peut-être aujourd'hui pour cette victoire, se sont beaucoup mobilisés, eux qui sont pour la plupart, et je parle sous le contrôle de Rima, sont parfois démissionnaires justement de la politique française, puisqu'ils ne se sont pas concernés, puisqu'ils se sentent aussi délaissés justement du développement notamment établi par cette politique parfois de poids, de mesure, notamment de la politique de la ville, un mot qui me paraît assez désuète aujourd'hui, et donc ils se sont mobilisés pour voter utile et pour justement parce que ils ont vu effectivement qu'il y avait une dynamique dans la politique française qui reflète encore un espoir tant sur les causes justes, notamment sur la cause palestinienne, mais pas que, qui reflète aussi un intérêt grandissant justement pour porter haut et fort leurs attentes, leurs aspirations, leurs rêves, leurs espoirs. Et je pense que l'espoir aujourd'hui a été exprimé par cette élection. Mais encore une fois, je persiste et signe, Karim. J'aimerais encore revenir sur ce rassemblement national qui s'est renforcé quand même si la victoire elle est en demi-teinte pour moi aujourd'hui, parce que je reste pragmatique. Il y a certaines échéances assez proches. Certes, oui, c'est la troisième force politique, mais en matière de vote et de voix aujourd'hui, ça reste la première force politique, puisqu'elle est de mémoire, on parle de plus de 10 millions 200 000 de votes contre 7 millions pour la NFP. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement il y a une dynamique au sein de l'assise populaire qui permettra demain justement de capitaliser cette dynamique pour les élections municipales, pour rappeler les municipalités, pourquoi pas demain s'inscrire. Oui. Justement, vous me tendez la perche sur cette fameuse dissolution du 9 juin dernier, et beaucoup de questions ont taraudé les esprits. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'était une stratégie de la part d'Emmanuel Macron? On sait que le Dauphiné, un journal local, avait dit que le père d'Emmanuel Macron, qui avait déjeuné avec lui, qui disait que la dissolution était prévue 3 semaines à l'avance. Et c'est étonnant, mais Emmanuel Macron arrive à se maintenir. Il fait 20% au premier tour. Là, il arrive quand même à maintenir son camp. Et quand on voit l'architecture parlementaire, Emmanuel Macron représente un arbitre, puisqu'il arrive plus ou moins à neutraliser à la fois. C'est vrai qu'avec une majorité du front de gauche, mais le FN est là, il sait tout de même, pour faire passer des lois, ça va être compliqué. Et lui et son camp présidentiel se tient comme un arbitre. Il s'en sort plutôt bien. C'est vrai que peut-être on dit qu'il gouverne mal, il se défend plutôt bien, Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez? Gamal Abina, peut-être. Oui, je peux vous répondre à ça si vous voulez. Il faut être très clair sur un point. Monsieur Macron a fait un pari risqué, il s'est trompé, il a échoué dans son pari. Et l'arbitrage qu'il fait lui a été favorable parce que, et c'est là où c'est tout à l'honneur de la gauche, contrairement à la droite, à chaque fois qu'il fallait se retirer au profit d'un macroniste contre un le péniste, eh bien il s'est retiré. Donc la vérité, c'est qu'il n'a pas vraiment... il a une assise électorale qui pèse à peu près 20% au départ, mais là, dans cette élection, c'est tronqué, parce que très souvent, c'est c'est le nouveau front de gauche qui s'est positionné et qui a permis à M. Macron de sauver les meubles. Mais en vérité, ce centre que j'appelle extrême centre, c'est un concept qui avait été développé par un historien français, c'est un centre qui permet effectivement de faire une sorte de courte échelle à l'extrême droite, et on voit bien que depuis que Macron est arrivé, il n'a pas cessé pendant 5 ans, pas pendant 7 ans, parce que les 2 premières années encore ça allait, mais pendant 5 ans de leur faire la courte échelle. Donc la problématique qui se pose, c'est quoi? C'est qu'est-ce que représente son mouvement, son parti politique, qui est un agrégat de parti lui aussi. Macron, c'est pas une force politique bien définie. On ne sait pas s'il est à gauche, on ne sait pas s'il est à droite, même s'il penche à droite. Eh bien, cet homme a raté son pari. Et quand son père va mentir, parce que j'ose le dire, je connais des macronistes très proches de Macron qui ont dit en interne, dans les boucles internes, qu'il était persuadé de gagner. C'est ça la réalité. Il ne pensait pas échouer. Or, il a échoué. Donc, quand on échoue à ce point, quand on rate complètement ces 2 paris... Expliquez-nous, Gamal Abina, pourquoi vous dites échouer? Parce que son pari, c'est de gagner. Il pensait vraiment l'emporter. Il pensait qu'en en jetant comme ça les dés sur la table et en disant, bon, 3 semaines pour une élection, c'est 21 jours, et personne ne pourra s'organiser. Il était persuadé que la gauche ne se mettrait pas d'accord en 4 jours. Ce qu'elle a réussi à faire, ce qui est extraordinaire. La dernière fois que la gauche s'est mis d'accord, c'était en 72, et c'était des mois de négociations. Et bien là, ils ont réussi un exploit inattendu par l'état-major politique de Macron. Donc il a échoué là-dessus. Il a échoué à placer le Front National face à lui. C'était ça son calcul. Chaque fois, il était élu face au Front National. Il ne faut jamais l'oublier.
Eh bien, tout ça est un échec consommé. Et aujourd'hui, on a un homme qui est très seul, qui en plus ne respecte même pas les principes constitutionnels. Ça a été dit par Rima Hassan tout à l'heure. Je veux dire, même si c'est une majorité relative qui est en face de lui, il ne peut pas conserver Attal, à qui il a refusé la démission. Il s'est précipité pour convoquer des élections dans des circonstances calamiteuses, sachant que les vacances arrivaient, sachant qu'il a fallu que des procurations, 3 200 000 soient signées pour que les gens votent, sachant que les Français se sont mobilisés. Et je précise, alors une chose importante, je tiens à le préciser, je l'ai entendu très souvent cette propagande détestable de dire que l'extrême gauche serait antisémite ou la gauche antisémite. Je rappelle quand même, quand on a un peu de culture, ce que ces gens n'ont pas, ou une mauvaise foi affichée, que l'extrême gauche a été fondée par des juifs, parce qu'ils étaient à l'époque dans une situation d'inconfort social et de risque politique. Que l'extrême gauche est une idéologie effectivement de partage qui vient de Marx et d'autres. Et donc on ne peut pas dire que l'extrême gauche est antisémite. L'antisémitisme est un concept très à droite à l'extrême droite, un concept qui a été fait par des catholiques européens qui veulent en finir avec les juifs pour des raisons de peuple déicide. C'est peut-être un autre sujet, Gamal Abina. Comment? Excusez-moi. C'est peut-être un autre sujet, c'est passionnant, mais oui, c'est un autre important sujet. de le rappeler. Bien sûr, vous le faites bien, mais... On les disqualifie sur des fausses accusations. La vraie problématique aujourd'hui, c'est les questions sociales. Et aujourd'hui, la France est en difficulté chronique. Et c'est vrai que cette façon de dire que l'extrême gauche vaut l'extrême droite est une chose extrêmement douteuse. Et M. Macron, je reviens donc sur mes pas, M. Macron a quand même fait une chose incroyable. Il a dit qu'il a envoyé dos à dos l'extrême gauche et l'extrême droite. Et je réponds tout le temps, l'extrême gauche c'est l'extrême sociale. L'extrême droite, c'est l'extrême raciste. Est-ce qu'on peut comparer les deux? Non, on ne peut pas comparer les deux. Très bien, on revient après pour la seconde partie de l'échange, après cette courte page de publicité. À tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez, voici la seconde partie de l'édition spéciale consacrée au jour d'après concernant les législatives 2024 françaises. Et justement, cette question qui nous taraude, une première partie a été consacrée peut-être au constat, et puis on va essayer de faire les analyses plus approfondies de ces législatives. Avec cette question qui en taraude plus d'un, qui va donc être Premier ministre? Pour l'instant, Macron a demandé à Gabriel Attal de demeurer à Matignon, de rester Premier ministre pour, dit-il, selon l'Élysée, pour assurer la stabilité du pays. Alors qu'en principe, de coutume, Rima Hassan, le nouveau Premier ministre devrait provenir du front vainqueur, donc de la majorité. Oui, tout à fait. Donc, on l'a dit en première partie. Donc, le nouveau Front populaire est arrivé majoritaire. Il est de coutume, effectivement, de nommer le Premier ministre qui vient de cette force majoritaire. Et donc, il est tout naturel qu'on suive cette coutume et puis qu'on la respecte et que le président Emmanuel Macron nomme effectivement une figure dans ce nouveau Front populaire. Donc il y a des discussions. Ce qui est important, parce que ça a pris beaucoup de place, ce débat de savoir qui va être le Premier ministre, même avant même le résultat des élections. Ce qui est important, je crois, pour les Français qui ont voté pour ce nouveau Front populaire et qui se sont mobilisés, parce qu'il y a énormément de citoyens qui n'ont pas fait que aller se déplacer pour voter. Il y en a énormément qui ont pris du temps pour aller faire campagne aussi. C'est de dire que ce qu'ils attendent en réalité, c'est que le programme pour lequel ils ont voté soit aussi appliqué. Donc c'est ça qui les importe. Ensuite, savoir quelle personne va l'incarner au mieux, ce sont des discussions, des négociations qui vont avoir lieu. Et je crois que ce soir même, il y a une réunion entre les forces politiques du nouveau Front populaire pour avancer sur cette question. Alors, Badis Nissa, sur cette question de Premier ministre, tiens, si je vous propose comme ça, vous allez me dire ce que vous en pensez, pourquoi pas Mélenchon? On sait que certains, le nom ne fait pas l'unanimité, c'est moins qu'on puisse dire dans la famille. Dans la grande, pardon, Rima. Il est très bien, Mélenchon. Voilà, il est très bien. Il y a Mathilde Panot, Manuel Bompard qui sont pour, alors que François Hollande, par exemple, et François Ruffin seraient plutôt contre. C'est aussi sa victoire un peu à lui, même beaucoup, Badis Nissa, à Mélenchon. Écoutez, je ne vais pas me substituer à Jean-Luc Mélenchon. Cependant, il y a certains indicateurs, effectivement, qui dénotent qu'il est une partie de la solution et non pas du problème, comme peut-être certains détracteurs par le passé ont essayé de diluer ici et là d'une manière assez mécanique et assez soutenue, notamment à travers les médias, comme j'expliquais tout à l'heure, pour en faire un épouvantail. Sauf qu'il a démontré effectivement qu'il a cette force, cette capacité de rassembler, cette capacité aussi de parler
au petit peuple notamment et incarner aussi leurs aspirations et leurs espoirs, tant sur les affaires étrangères notamment avec cet humanisme envers une cause juste qui est importante à plus d'un pour des raisons humanistes avant toute chose, mais aussi en interne avec un programme qui, me semble-t-il, est un programme qui mérite en tout cas d'être exploré et d'être en tout cas mis en valeur. Maintenant, la question subsidiaire que tout le monde se pose aussi, c'est que dans quelle mesure, dans quelle proportion, quand on sait qu'effectivement la LFI, et corrigez-moi si je me trompe, fait partie d'une alliance, d'une coalition effectivement, qui parfois aujourd'hui nous avons un peu de mal à comprendre un peu aussi l'orientation commune, puisqu'il faut une politique commune pour incarner un programme commun. Même si effectivement la France insoumise détient le plus grand nombre de sièges dans cette alliance, il n'en reste pas moins que les socialistes sont en deuxième posture, mais surtout aussi en mesure de pouvoir peut-être aussi, dans les négociations âpres qui sont en train de se produire actuellement au moment où on parle, et effectivement d'ailleurs ils ont donné rendez-vous ce soir dans un terrain neutre pour pouvoir en donner davantage sur la feuille de route commune que j'ose espérer en tout cas trouvera un consensus et qui mettra en tout cas la personne la plus appropriée, la plus adaptée, mais surtout aussi celle qui saura en tout cas relever les défis, puisqu'il y a un défi majeur qui est important, qui attend aujourd'hui après cette euphorie de la victoire. C'est aussi est-ce qu'on considère aujourd'hui que être Premier ministre est un cadeau empoisonné, puisque quand on sait qu'effectivement il va d'un point de vue d'Emmanuel Macron aujourd'hui, il faut se mettre dans sa tête en tout cas et dans son approche. Vous l'avez évoqué tout à l'heure avec cette décision unilatérale de la dissolution, avec ce pari perdu, ces deux paris risqués et perdus, notamment vous l'avez évoqué sur le pari de la division de la gauche, elle s'est réunie et très rapidement, mais aussi à contrario la réunification de la droite, elle s'est divisée au final. Donc il faut se mettre dans sa tête pour comprendre aussi que il va devoir admettre de passer d'un régime supra-présidentiel à un régime parlementaire. Sauf aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, le point faible de l'architecture et je dirais même la structure, comme il l'a dit d'ailleurs de son propre aveu, qu'il attend la nouvelle structure de ce Parlement, c'est-à-dire il attend un consensus qui peut-être n'apparaîtra pas, en tout cas dans la configuration actuelle, où je vous ai dit tout à l'heure, il y a cette espèce de délitement, une espèce de tergiversation, notamment au camp du présidentiel, au camp aussi des LR qui ne veulent pas entendre parler d'une alliance quelconque, encore moins avec le NFP. Vous avez aussi, il faut aussi reconnaître certaines choses et être très pragmatique et lucide, comme j'expliquais tout à l'heure. Au sein même de LFI, il y a certaines dissidences. Clémentine Autain, ce matin, a considéré qu'elle elle siégera pas au groupe LFI. Donc, il me semble qu'il faut vraiment faire j'ai pas envie d'appeler ça une purge, mais peut-être une espèce de restructuration justement de ce mouvement pour lui donner la crédibilité qu'il faut dans la continuité de cette crédibilité de la victoire et en faire un levier d'action politique pour pouvoir justement tourner la page, mais surtout aussi remplacer un régime titubant, un régime à bout de souffle, notamment un système politique précaire qui a démontré en tout cas ses limites aujourd'hui à travers la dynamique Macron. C'est très intéressant ce que nous racontait Badi Srinissa. Je vais vous dire pourquoi. La semaine passée, donc le premier tour des législatives, lorsque les premiers résultats tombent, Mélenchon prend la parole à 20h01. Alors on se dit pourquoi aussi rapidement, il prend la parole aussi rapidement. Et peut-être c'est pour, vous avez évoqué Clémentine Autain, mais peut-être c'est pour couper l'herbe sous le pied de certaines figures. On sait que c'est une grande famille de gauche hétérogène. C'est peut-être aussi pour couper l'herbe sous le pied de certaines tendances. Je sais que Rima Hassan ne va pas trop apprécier ce que je vais dire, mais c'est pour couper pour un peu canaliser certaines figures au sein de cette gauche qui peut-être est en train de lui, qui pense déjà à sa succession objectivement, parce qu'on sait que Mélenchon, objectivement parlant, il lui resterait une présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez, Gamal Abina ? Oui, je pense qu'il y a des batailles classiques politiques d'ego, malheureusement. Mais j'ai envie de dire simplement une chose qui est assez extraordinaire, il faut le reconnaître. Je le dis régulièrement, l'extrême droite n'a pas d'intellectuels, on voit bien, leurs intellectuels c'est Gobineau, c'est Hitler, c'est Rosenberg, ça vole pas bien haut. En revanche, du côté de la gauche traditionnelle et même de la gauche de la LFI, on a noté, et j'étais impressionné par le niveau intellectuel de la plupart de ces leaders. C'est que ce soit Guiraud, que ce soit Mélenchon, que ce soit la plupart des personnes, ils ont un background politique solide, ils ont un background économique solide, on peut ne pas être d'accord, mais ils sont très
très documenté, ils ont une analyse qui tient la route, et en même temps, ils proposent des solutions. Alors, ce sont des solutions essentiellement sociales, c'est vrai, mais c'est nécessaire aujourd'hui, et on ne peut pas les disqualifier là-dessus. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des batailles en interne, on a connu, qui étaient assez malsaines à mon sens. Moi, je pense que Mélenchon, je peux lui tirer que mon chapeau. Je n'étais pas fan de LFI avant, mais le fait d'avoir fait cette fameuse ouverture, cette fameuse France créolisée dont il parle souvent, à l'immigration, j'ai des amis qui ont été placés par lui dans leur région en vérité, qui n'ont pas été parachutés. Eh bien, certains caciques du parti l'ont très mal vécu, particulièrement ceux qui sont plutôt européens. On a bien vu ce qui s'est passé avec Corbière, on a bien vu ce qui s'est passé avec sa femme, qui a perdu d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas apprécié le fait d'être détachés d'un endroit qu'ils croyaient être leur petit précaré. Alors ça, c'était problématique et en même temps, c'est formidable. Ça prouve qu'il y a un effet démocratique réel, ça prouve qu'il y a une ouverture réelle. Il a enfin rattrapé ce retard qu'il avait avant et ça prouve surtout qu'il donne la parole à la France telle qu'on la voit aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale a une proportion de gens issus d'immigration assez importante. On le remercie aussi pour avoir présenté Rima Hassan, qui était effectivement le personnage sur lequel on va focaliser toute sa haine. Je parle d'extrême droite et de la droite classique. Mais en même temps, ça a démasqué les gens. Vous avez quoi? Vous avez par exemple des François Hollande ou des François... tous les François, je n'ai pas donné leur nom, qui ont été très très vent debout. On les connaît. Et je ne veux pas créer de la dissension, mais en même temps, on sent bien que c'est Mélenchon, le porte-drapeau, c'est lui qui a constitué cette gauche très puissante. J'en veux pour preuve, même au Parlement, c'est sa formation politique qu'il a emporté devant le PS. Il ne faut jamais oublier que la représentation en termes de députés est plus importante chez lui au sein de cette formation. Et donc ces questions-là sont posées avec acuité. Il y a des problèmes d'ego, on est en politique, hein, c'est un classique, mais j'ai envie de dire que le meilleur gagne. Hein. Mélenchon a su mettre de l'eau dans son silictou pour adapter ce propos à l'algérienne. Mais en vérité, il a su réellement s'adapter à la situation, à comprendre ce qui se passait, réfléchir à son environnement, et ça, c'était essentiel à mon sens. Surtout que c'est indéniable, il y a quelque chose entre Mélenchon et le peuple, il n'y a rien à dire, il y a quelque chose qui passe, c'est indéniable. Rima Hassan, vous voulez réagir sur le... Non, je voulais dire que justement, lors de son allocution après le premier tour des législatives, j'étais à ses côtés. Il a effectivement pris la parole dès la publication des premiers résultats, et je veux dire qu'il l'a fait aussi en responsabilité, parce qu'on l'a dit pendant cet échange, qu'il y avait aussi un moment historique qui engageait les figures et puis les fondateurs aussi de ces courants à gauche. Et il était très très naturel que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui prenne la parole. Et ça n'empêche pas les autres aussi de commenter ces résultats, de prendre la parole aussi à leur tour, à leur siège. Enfin, je veux dire, le nouveau Front populaire est composé de différents courants. Donc c'est normal qu'à la publication, au moment de la publication des résultats du premier tour, il puisse aussi y avoir des discours, des figures, que ce soit Marie Tondelier, que ce soit M. Faure, ou que ce soit Jean-Luc Mélenchon. C'est normal aussi qu'il y ait des figures qui lui disputent un peu sa place, qui peut-être qui mériteraient eux-mêmes d'être aussi, d'incarner peut-être cette gauche, c'est tout à fait aussi normal. Bien sûr, ça fait partie, si vous voulez, des batailles internes à gauche qui existe bien antérieurement à cette question des législatives. Mais je pense que c'est important pour moi de dire que de saluer aussi la responsabilité qui a été la sienne, qui a été d'assumer une main tendue, de saisir cette main tendue qui a été aussi lancée par tous ces courants de gauche avec lesquels on a aussi des désaccords. Et je veux vraiment saluer cette responsabilité qui a été incarnée par lui et par d'autres. Et il était très très naturel qu'il prenne la parole dès la communication de ces résultats. Très bien. Il n'y avait pas de tactique politique, je veux dire, particulière. Non, c'est juste une observation que nous faisions, parce qu'on sait qu'il y a certaines figures qui lui reprochaient d'être encore... Mais s'il n'avait pas pris la parole à 20h01, on lui aurait aussi reproché. On aurait dit il est irresponsable, il n'a rien à dire, il n'est pas à la hauteur du moment, etc. C'est ça que je trouve assez amusant avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que quel que soit le pas qu'il fait, il est systématiquement critiqué ou... Alors, puisque nous sommes de mauvaise langue ce soir, on va continuer justement. Alors, c'est pas ce que je voulais dire. Oui. Alors, justement, on va continuer, si vous voulez bien, messieurs et madame. Si je parlais tout à l'heure d'Emmanuel Macron et de sa stratégie, c'est finalement dans ce carrousel de députés, il y en a qui partent, il y en a qui rentrent, etc. Mais finalement, si c'est pas le système qui demeure, parce que quand on voit les noms qui ont été réélus, Darmanin réélu, Elisabeth Borne réélue, Stéphane Séjourné réélu, Éric Woerth réélu, Hollande réélu, le fameux Hollande qui disait que la finance est mon ennemi, mais d'une autre manière,
Il fait rentrer, si je puis dire, Macron dans le palais. Et on sait ce qu'il adviendra. Qu'est-ce que vous en pensez, Badi Srenissa? C'est le système qui est encore là. Hollande est encore là. Elisabeth Borne, madame, 26 fois, 49-3, elle est encore là. Des gens ont voté pour ces personnes-là. Darmanin, qui a eu des soucis avec la justice, on ne va pas revenir dessus parce que le public nous regarde, mais quand même, on sait de quoi je parle, les affaires de mœurs. Mais des gens ont voté pour ces personnes-là, pour ces figures-là, malgré les casseroles, entre guillemets, qu'ils traînaient derrière eux. Après, il faut revenir aussi sur la nature justement du suffrage et notamment les leviers démocratiques en la possession de la France aujourd'hui à travers ces élections. Il faut respecter aussi, je pense, la voix de ça, enfin en tout cas de son électorat. Vous avez évoqué François Hollande et bien d'autres, notamment Darmanin, qui l'aurait cru qu'il serait peut-être réélu, mais il devrait remercier effectivement le Front populaire qui lui a permis effectivement, avec le désistement, mais surtout avec le report de vote utile en sa faveur, qui lui a permis aujourd'hui d'être réélu, lui qui avait méprisé notamment ce qu'il a qualifié de blédard d'ailleurs en off, et surtout aussi les Maghrébins de Tourcoing. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, oui, parfois c'est aussi la politique et le paradoxe de la politique notamment. La politique parfois n'est pas forcément vertueuse, ce n'est pas forcément la quintessence des valeurs humaines, même si parfois nous voyons ici et là certains espoirs, notamment incarnés par des figures comme Jean-Luc Mélenchon et d'autres. Cependant, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire le distinguo entre la matrice politique elle-même, qui a de beaux jours devant elle, puisque le noyau dur de la politique française demeure intact. Je reviens un peu aux propos d'Emmanuel Macron au lendemain de son élection 2018, qui qualifiait justement de ce noyau, notamment, et cette, comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, mais en tout cas, le noyau dur politique française n'a pas suffisamment changé à ses yeux, mais en tout cas, voilà, l'état profond, pardon, n'a pas suffisamment changé pour ses yeux, et par contre, voilà, c'est qu'il a découvert qu'il était effectivement un pion peut-être de plus dans cette équation politique qui tire ses racines dans une idéologie beaucoup plus profonde et qui dépasserait tout le monde. Donc c'est pourquoi je pense que, d'ailleurs, et cela est corrélé avec l'arrivée peut-être probable de Jean-Luc Mélenchon, que ce soit aujourd'hui ou demain peut-être à la tête de la France, ce qui effraie justement cet état profond notamment, puisque cela permettrait effectivement de faire bouger les lignes d'une manière drastique, mais d'une manière aussi frontale, puisqu'il va vers peut-être des valeurs un peu plus vertueuses, un peu plus élogieuses, qui mettraient justement le peuple français au centre des débats et surtout aussi les causes justes au centre de l'intérêt, notamment de la France. Et là, on peut évoquer cette fameuse reconnaissance de l'État palestinien qui a été ajournée à maintes reprises. Et d'ailleurs, corrigez-moi si je me trompe, LFI avait déclaré qu'il pouvait, en fait, en tout cas, reconnaître l'État palestinien dans les 2 semaines, même si pour moi, en tout cas, techniquement, c'est pas très faisable. Mais en tout cas, ça donne une dynamique, ça donne un peu ça donne le cap, justement, de ce que ça va être cette nouvelle politique. Mais pour revenir à votre question, malheureusement, j'ai envie de vous dire, les urnes s'expriment et les urnes, faut les respecter. Et je pense qu'en changeant les lignes, en faisant bouger, justement, en donnant peut-être des titres de noblesse à cette politique longtemps jetée en pâture, notamment avec un système unilatéral, un système autoritaire et totalitaire notamment, qui a marginalisé le peuple, je pense qu'à terme, le peuple aussi sera conscient et aura assez de pédagogie, notamment citoyenne, pour comprendre aussi sa vraie valeur et sa reconsidération en tant que citoyen à part entière et non pas entièrement à part dans l'équation politique. Et ça permettrait aussi d'un retour fracassant, notamment de cette majorité silencieuse que je qualifierais, qui ne vote rarement, mais en tout cas qui vote à chaque fois qu'il y a un électrochoc, comme cette fois-ci avec le Rassemblement national. Alors Gamal Abina, je me rappelle, il y avait un livre qui était sorti qui s'intitulait « Un président ne devrait pas dire ça ». Je crois que c'était David Lhomme qui l'avait écrit, où il était question des rencontres avec François Hollande. Et François Hollande, à la fin du livre, disait qu'il n'allait pas se représenter parce qu'il avait un bilan quand même très difficile. Et il y a des pages où il dit « Macron, c'est moi ». C'est juste pour illustrer par rapport à ce système qui arrive quand même à se régénérer, même demain si Macron n'est plus président, mais on voit que c'est toujours les mêmes qui arrivent et qui sont là et qui gouvernent. Finalement, c'est un système qui arrive quand même à se régénérer très facilement. Vous savez, la politique française, ou en général la politique, c'est la reproduction des élites qui sont mises en place. C'est en cela que la gauche, les élites. Oui, une reproduction de la même classe politique, des mêmes élites bourgeoises, c'est ceux-là qui dirigent effectivement, et c'est toujours eux qui font le là.
la problématique aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on voit une gauche qui fait monter des gens qui ne sont pas nécessairement des élites, que ce soit d'ailleurs la France Insoumise ou les écologistes. C'est souvent, moi j'ai des amis qui sont passés à la députation grâce à cette promotion par le mérite, parce que c'est important, on parle beaucoup de méritocratie, mais dans l'élite bourgeoise, il n'y a pas de méritocratie. Il y a une confiscation des pouvoirs, une confiscation des places, et cette espèce de culture comme ça, les grandes écoles, qui font que ce parisianisme exclut tout le reste de la France. Donc Hollande est un produit de ces écoles. Il a fait l'ENA, beaucoup d'autres ont fait la même chose. C'est vraiment une méthode très élitiste qui, effectivement, exclut d'abord les pauvres, c'est évident, et plus encore les pauvres issus d'immigration. Donc là, il y a une vraie révolution sur le plan de l'approche politique. Et en même temps, vous avez fait référence à plusieurs choses. Moi, j'ai une chose que je veux dire pour le plaisir personnel, puisqu'on a Rima Hassan sur le plateau et que là-dessus nous partageons la même cause palestinienne. Mais Habib a été écarté. Ça, c'est pas rien. Il a été écarté, mais de façon très propre et nette. Et il y a d'autres, Véran et autres, qui ont été écartés. Il y a beaucoup de gens, El Ayari par exemple. Il faudrait peut-être attendre le remplaçant de Meir Habib. On la connaît, elle est connue. Mais... Oui, mais ça peut pas être pire que lui. On est vraiment dans de la caricature. Lui, c'est vraiment de l'offense, de l'agressivité. C'est vraiment le bras armé de Netanyahou. Donc, on ne peut pas avoir un type. Moi, je l'ai rencontré une seule fois. C'est un type qui est imbuvable. Enfin, je l'ai rencontré. On s'est heurté plutôt physiquement. Mais c'est un type qui est extrêmement violent, qui n'est pas intelligent et qui est surtout très agressif. Donc là, on baisse un peu de ton, et tant mieux, parce que les gens voient bien que ça change. On voit bien que les Européens sont, malgré tout, je parle des Européens en France, touchés par la question palestinienne. Et on voit bien qu'effectivement, ce curseur n'a pas fonctionné pour disqualifier la gauche. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire simplement, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la droite, de revenir un petit peu sur ce sujet-là, parce que j'ai vu que le Parisien, l'Humanité avait titré avec la fameuse vague de Koussaï pour parler de la vague effectivement rose qui est déferlée sur la France. Et ils ont raison. Mais quand on voit Le Pen, et c'est là où vous avez posé une question au départ qui est très intéressante, vous avez parlé des sondages, est-ce qu'ils n'avaient pas un rôle prépondérant? Moi, je pense que les sondages où les médias ont essayé de fabriquer Zemmour, ça n'a pas marché. Mais par contre, on note bien une chose, c'est qu'effectivement, les sondages cherchent à influencer, et que cette tentative d'influence, Le Pen l'a parfaitement comprise, puisqu'au sortir de sa défaite cuisante, elle a dit « Les Français ont voté pour moi, mais il y a eu une bidouillage démocratique au second tour, alors que les sondages nous donnaient la victoire. » Donc elle pense que la démocratie se fait par les sondages. Et ça, c'est intéressant. Ça signifie que les mouvements populistes ont toujours la même approche du peuple, à savoir on les manipule, on essaie de les séduire avec la peur, très souvent, avec le passéisme, avec le déclinisme, et on donne le sentiment qu'on est la solution. Eh bien, ça n'a pas fonctionné, et tant mieux. Et moi, j'étais sur la place de la République, et je vous cache pas que ce qui m'a le plus surpris, c'est pas de voir des immigrés à la place de la République, il n'y en avait quasiment pas. À part nous qui faisions un plateau TV de télévision étrangère, il n'y avait personne. Par contre, les Français étaient massivement représentés. Je parle des Français européens. Et ça, c'est intéressant parce que ça donne un curseur qui dit que finalement, l'Europe de la Méditerranée, l'Europe des mers, comme l'Angleterre par exemple qui a basculé à gauche, l'Espagne qui est toujours à gauche, commence à montrer le là à une Europe centrale qui est de plus en plus à l'extrême droite. Donc c'est intéressant de se dire que peut-être il y a un tournant historique qu'on observe et que l'humiliation de l'extrême droite en France, même si c'est un parti qui reste fort, n'apportera pas les solutions que la gauche pourrait apporter. Rima Hassan, on change complètement de sujet. Vous allez défendre, vous avez dit tout à l'heure, la Palestine au sein du Parlement de Bruxelles. Comment on s'y prépare et selon vous, quelle est l'urgence ? Alors déjà, il y a une bataille de narratifs à mener, c'est ce que j'ai fait pendant toute la campagne, c'est-à-dire de rappeler que la question palestinienne n'est pas un sujet international parmi tant d'autres, c'est une question profondément européenne. Pour plusieurs raisons, on n'a pas le temps là de tout explorer, mais il y a bien sûr une responsabilité européenne, que ça va des accords Saïs-Picot jusqu'à historiquement la manière dont cet État d'Israël a été créé, le sacrifice qui est demandé au peuple palestinien, la complicité aujourd'hui documentée des États occidentaux avec le régime génocidaire israélien, et le fait que sur une map monde, vous avez aujourd'hui les derniers États qui ne reconnaissent pas l'État de Palestine, puisqu'il y en a 146 qui reconnaissent l'État palestinien. Les derniers qui ne reconnaissent pas cet État, ce sont essentiellement des États occidentaux et donc des États européens. Donc, sans parler de la question des financements de l'armement israélien, etc., qui ne passe pas que par les États-Unis, qui passe aussi par les États européens. Donc déjà, il y a une bataille de narratifs à mener. Et ça, c'est quelque chose qu'on a réussi quand même à amener tout au long de la campagne, c'était de dire... on considère à juste titre que la question ukrainienne est un sujet européen. Eh bien, la question palestinienne, il faut l'appréhender comme ça, voire de manière encore plus profonde, puisque les Palestiniens, c'est un peuple qui risque de disparaître politiquement. C'est ça qui est en jeu. Donc l'urgence, effectivement, c'est d'avoir des mesures politiques qui soient assez fortes
pour sauver, ne serait-ce que sur le plan politique et sur le plan international, cette question palestinienne qui est aujourd'hui en train de... C'est vraiment une question de survie pour le peuple palestinien, puisque les territoires sur lesquels le peuple palestinien tente de survivre, à savoir la Cisjordanie et Gaza, ce sont des territoires qui aujourd'hui sont soit littéralement détruits par le génocide qui est en cours à Gaza, donc c'est 85% des infrastructures civiles qui sont détruites. Et en Cisjordanie, c'est la colonisation, le cancer de la colonisation, puisqu'il y a plus de 800 000 colons sur les territoires occupés qui ont été installés. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, Israël a encore confisqué plus de 1000 hectares en Cisjordanie. Donc l'urgence, elle est sur des avancées d'ordre politique. Et bien sûr, la question de Gaza, elle est au cœur des choses que nous voudrions faire adopter. Donc moi, je vais beaucoup travailler au sein de la commission Affaires étrangères, qui comprend la sous-commission des droits de l'homme. Et l'enjeu, c'est de reconstruire Gaza, c'est de faire cesser le massacre qui est en cours. J'ai l'impression de répéter les mêmes choses depuis des mois, donc il y a quelque chose qui est assez épuisant pour... Des redondances qui sont plutôt positives parfois. C'est véritablement en fait, épuisant de sentir aussi autant impuissant devant cette forteresse européenne qui a les moyens aujourd'hui d'agir et qui ne le fait pas. Donc il faut qu'on puisse avancer. Surtout qu'Aïma Hassan, Bruxelles, c'est vraiment l'antre des lobbies. Tout à fait. Il y a je ne sais combien de lobbies pour un seul député. Donc je sais que la bataille va être extrêmement rude, mais nous avons besoin. Donc on ne peut pas avancer sur ce sujet si on n'a pas des voix aussi qui sont engagées de manière sincère, qui sont prêts à perdre beaucoup, parce que le sens aussi de mon engagement, je pense que tout le monde l'a vu pendant la campagne. Ça m'a beaucoup coûté aussi sur le plan personnel de porter cette question, et je vais continuer à le faire sur les 5 prochaines années. Et il faut considérer la question palestinienne comme on a pu considérer la question sud-africaine, par exemple. La question de l'apartheid qui est devenue à un moment donné une question universelle, une question rattachée aux droits humains. C'est-à-dire que dénoncer l'apartheid, fut un temps dénoncer l'apartheid, faisait partie vraiment d'un discours qui était progressiste, comme à l'époque dénoncer le colonialisme, dénoncer les crimes coloniaux, faisait partie des discours qui s'inscrivaient et dont on hérite aujourd'hui comme étant des discours progressistes. Aujourd'hui, défendre la cause palestinienne s'inscrit pleinement là-dedans. C'est une lutte anticoloniale, c'est une lutte progressiste, une lutte antiraciste, c'est une lutte pour la libération des peuples, c'est une lutte pour la liberté, l'indépendance de ce peuple qui est opprimé et colonisé depuis plus de 75 ans. Donc, si vous voulez, il y a tous les terrains, je veux dire, mais l'urgence, bien sûr, elle est à Gaza, en termes à la fois de budget pour pouvoir reconstruire Gaza, mais aussi et surtout, et je veux le dire, moi j'assume de considérer Israël comme un adversaire politique à part entière et tous ses soutiens. C'est-à-dire qu'il va falloir effectivement mettre les États européens face à leurs responsabilités, à commencer par la France. La France n'a toujours pas aujourd'hui prononcé des sanctions à l'endroit d'Israël, ni d'ordre économique, ni d'ordre diplomatique, alors qu'elle a les moyens effectivement de le faire. Elle continue d'avoir des accords en termes d'armement avec cet État, bien qu'il soit quand même ciblé par la Cour pénale internationale, la CPI, la Cour pénale internationale et des procédures en cours devant la Cour internationale de justice. Et donc, on a besoin de cet espace qui est celui du Parlement européen pour mettre ces États face à leurs responsabilités et faire de la question palestinienne pas un sujet d'actualité quelques semaines, mais un sujet qu'on ne lâche pas comme étant une bataille et un combat à mener sur de nombreuses années. Merci Rima Hassan. Merci. En tout cas, on vous suivra de là où nous sommes dans votre trajectoire à Bruxelles. On vous souhaite bon courage. On sera en tout cas à vos côtés. Merci beaucoup d'avoir été présente ce soir. Je remercie également Badis Renissa et Gamal Labina d'avoir nourri et enrichi le débat comme d'habitude. Merci messieurs. L'édition spéciale est terminée pour aujourd'hui, mais sans inquiétude, on se retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée.